Bonsoir. Ce soir, dans le cycle de formation qui est destiné aux médecins mauritaniens, on a l'immense plaisir de recevoir un de nos brillants compatriotes qui est docteur à Ottawa pour lui poser certaines questions sur l'information de la semaine qui est en rapport avec les tests PCR ou les tests de diagnostic et de dépistage du coronavirus COVID-19. Et à la fin de la présentation, nous poserons une ou des questions afin de compléter la discussion. En premier, je remercie Dr Sal Al-Huseinou pour son bénévolat légendaire et sa participation régulière dans des caravanes dans la région du fleuve. Donc, je lui laisserai le soin d'en parler rapidement. Bienvenue, c'est le groupe Médecins Mauritaniens officiel. Il est exclusivement formé de médecins, de certains biologistes et certains amis également. Et je vous laisse vous présenter à ceux qui ne Merci. vous connaissent pas. Euh, Bonjour, chers amis, chers collègues, je peux dire, et c'est un immense plaisir pour moi de venir aujourd'hui partager avec vous les modestes connaissances qu'on a sur la biologie. J'ai l'habitude de dire que la biologie et la santé sont deux choses qu'on ne peut pas séparer. Donc, je trouve un peu dommage qu'en Mauritanie, qu'on mette une certaine barrière entre les deux. Mais quand on est dans les pays développés comme le Canada, la France, on a toujours vu qu'il y a beaucoup de médecins qui basculent vers la recherche ou les gens qui font de la recherche qui repartent faire qui repartent dans le domaine médical que j'appelle soins. Et je pense que c'est toujours un grand plaisir pour moi de participer dans des groupes comme ça et surtout de savoir que c'est des personnes pour qui j'ai un grand estime qui m'invitent à y adhérer. Et comme l'a dit mon ami, mon frère, Dr Clay, euh, mon nom, c'est Alousseinou Sall. Je suis originaire de Baba Bay, donc dans la région du Brakna. Et je suis au Canada depuis 2005, après quelques années passées en France, où j'ai obtenu mon doctorat à la faculté de médecine de Lyon, où j'ai fait mes recherches là-bas, dans le domaine de la recherche en virologie. Donc, j'ai un doctorat en virologie et avec une grande expérience en biologie moléculaire. Donc, après la France, j'ai travaillé à l'hôpital de Sherbrooke, dans le laboratoire de biologie moléculaire, en tout ce qui est rapport avec les maladies comme le cancer et autres. Et après quelques années, je suis parti au British Columbia, à l'université British Columbia à Vancouver, où j'ai travaillé aussi dans le domaine de la virologie sur les virus Coxsackie B3. Et en 2009, je suis revenu au gouvernement où je travaillais pour le gouvernement fédéral en essayant de monter des plateformes pour le dépistage du, euh, des résistances aux antirétroviraux, donc pour le VIH-Sida. J'avais la tâche de développer un outil de dépistage rapide qui est basé en grande partie sur les PCR, les amplifications génomiques. Donc, Dr Kleb m'a invité et je ne suis pas très, très bavard dans le groupe, mais c'est un groupe que je suis très, très souvent et j'apprends beaucoup, beaucoup de choses parce que l'applicabilité de tout ce qu'on fait au laboratoire, c'est pour servir les gens qui sont en contact direct avec les patients. Donc, c'est toujours un grand plaisir de participer à vos discussions ou de regarder plus ou moins les échanges. Et j'espère juste que prochainement, je vais pouvoir être actif plus souvent et puis donner de mon temps pour aussi apprendre et partager mes modestes connaissances. Donc, Dr. Clay m'a appelé aujourd'hui, me demander de vous parler un peu des tests R. Le test qu'on utilise présentement pour le dépistage ou le diagnostic du COVID-19. Euh, c'est très vaste comme sujet parce que les tests en fait de PCR, ça dépend des compagnies qui le fabriquent. Donc,
on peut trouver des petites différences dans la pratique, mais la base est la même. Donc, si quelqu'un comprend la base de ces tests-là, il comprendra tout autre test de PCR. Vous allez voir à travers ma présentation que la PCR n'est pas seulement utilisée pour le diagnostic, c'est utilisé aussi pour le clonage, parce que j'ai travaillé sur dans beaucoup de laboratoires où j'étais amené à préparer des clones. Par exemple, quand on veut étudier un gène, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des amplifications, parce que le matériel qu'on a est très souvent très, très peu, et pour avoir une bonne quantité du gène sur lequel tu veux travailler, il va falloir l'amplifier. Et la méthode d'amplification qui est utilisée, c'est la méthode de PCR. Maintenant, on a des tonnes et des variétés de méthodes de PCR. On a les PCR nichés, les nested PCR, on a autres PCR. Il y a une longue liste de PCR parce qu'on invente à chaque fois des nouvelles techniques où on part des techniques déjà existantes et puis on essaie de les modifier. Mais tout est basé sur le même principe qui consiste à partir d'un petit fragment d'ADN ou d'ARN et pour l'amplifier pour en obtenir une grande quantité. Donc, je vais aller tout de suite à la présentation pour vous aider à mieux comprendre. J'essaie d'être très bref dans le but de pouvoir aider à faciliter la compréhension pour ceux qui n'ont pas de notions de base en ce qui est rapport avec la PCR. Donc, PCR, c'est une abréviation que vous connaissez tous qui veut dire Polymerase Chain Reaction. Donc, c'est une réaction de polymérase en chaîne. Donc, polymérase, parce qu'il y a une enzyme qui joue un rôle très, très important dans l'amplification génomique, donc dans la PCR, qui s'appelle la polymérase. Généralement, on l'appelle Taq polymérase. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la PCR n'est pas seulement un outil de dépistage, comme beaucoup le pensent. Vous voyez ici sur l'écran, je vous montre dans les différents laboratoires dans lesquels j'ai eu à travailler beaucoup avec la PCR pour amplifier le génome. Ici, à droite, je vous ai montré quelques figures. Ici, par exemple, vous avez vu, ici, c'était des séquençages que j'avais fait, des clonages que j'avais fait pour identifier un gène qui était suspecté d'avoir un rôle dans le cas. Donc, pour pouvoir obtenir ce gène-là, j'ai dû fabriquer du matériel, j'ai dû fabriquer des clonages moi-même. J'ai pu taguer mes gènes, c'est-à-dire fabriquer un gène auquel on met une sorte de flag, on appelle le anglais, mais c'est une sorte de marqueur fluorescente qui nous permet d'aller suivre le gène dans la cellule. Donc ici, vous allez voir, ça c'est le noyau en bleu, qui vous voyez en vert, c'est le gène que j'étais en train d'étudier. Donc ici, c'est pareil, ça c'était quand j'étais à Toulouse, quand je faisais mon master. Là aussi, on voulait suivre une protéine dans les cellules de drosophile, donc la mouche. Donc on fabriquait, donc c'est comme un jeu de puzzle. On veut étudier un gène, on va le construire, on va faire des PCR pour l'amplifier. Ici, vous allez voir aussi, c'est un projet que j'avais avec un ami qui est maintenant directeur d'un laboratoire à Winnipeg. On a travaillé aussi sur le virus CBV3. Ici, c'est sur le VIH. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que la PCR, ce n'est pas seulement un outil de diagnostic, c'est plutôt un outil qu'on utilise beaucoup dans la recherche et souvent même, on se permet nous-mêmes de les modifier dans le but d'obtenir ce qu'on veut. Donc, mais la PCR que les médecins connaissent ou les gens qui travaillent dans le laboratoire de diagnostic, c'est la PCR. Je vais aller chercher, je vais dépister quelque chose, je vais aller chercher un virus, une bactérie et ainsi de suite. Donc, contrairement aussi à ce que beaucoup pensent, la PCR ne permettait pas de détecter le virus en tant que tel. Parce que le virus, c'est une longue séquence, c'est un ADN ou en ARN, ça dépend des virus, parce qu'on a des virus dont le matériel génomique, c'est un ADN, d'autres en ARN. Je vous ai fait ici un schéma très représentatif à quoi ressemblait une PCR. Une PCR, c'est quoi? C'est que je suis en train de chercher quelque chose dans une cellule ou dans un échantillon quelconque, mais la quantité que j'ai est tellement petite que je ne pourrais pas la voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'amplifier. Donc, ce qui fait que je vais la multiplier une grande quantité. Cette quantité-là, on peut l'utiliser, on a du matériel, suffisamment de matériel pour pouvoir travailler avec. Donc, une PCR, donc, ce n'est pas seulement pour dépister, pour pouvoir avoir du matériel. Donc, de la même façon, quand on veut regarder COVID-19 dans, par exemple, un échantillon qu'on a pris d'un malade, vu que c'est peut-être que virus qu'on trouve, on ne peut pas les voir.
Quand je dis voir, c'est qu'on ne peut pas les détecter parce qu'ils sont de très petites quantités. Donc, la PCR va te permettre d'amplifier ce matériel du génome, du virus, pour se dire finalement le virus que tu cherches, il est bien là. Donc, grosso modo, c'est une sorte d'amplification, d'où le nom amplification génomique par PCR, donc polymerase reaction. C'est une réaction en chaîne. Et qu'est-ce qu'on utilise pour cela? On utilise un appareil qui a, donc il y a des variétés d'appareils maintenant. Avec la technologie, on a de plus en plus d'appareils de différentes marques, de différentes compagnies. Mais le principe est toujours le même. C'est que l'appareil, c'est un bloc métallique dans lequel on a cette plaque-là qui permet de mettre des échantillons. Les échantillons sont dans des tubes. Donc, dans des tubes, ça peut être des tubes Eppendorf, dans lequel on met notre échantillon dedans, et puis on prend l'échantillon, on le place dans les trous qu'on a ici, et ces trous-là sont dans un bloc métallique. Et on a un système, on peut programmer notre appareil en lui demandant de faire des chauffages ou des refroidissements du bloc. Donc, vous expliquez plus loin pourquoi on fait un chauffage et pourquoi on refroidit. Donc, l'ADN qui est dedans, ou bien le matériel génomique qu'on a dedans, c'est de l'ADN ou de l'ARN. On essaie de mettre une sauce dans laquelle on va obtenir, partir d'un seul ou d'une seule séquence, très de concentration, de l'amplifier pour avoir du matériel avec une grande concentration. Donc, on peut programmer la machine en lui disant « fais-moi un cycle » ou bien « chauffe-moi la plaque pendant 2 minutes, puis chauffe-moi là pendant 20 minutes à 45 degrés. » Et puis, on peut choisir les températures et le temps qu'on veut pour chauffer cette plaque. Et pendant que la machine chauffe la plaque, l'ADN qui est dedans, dans les tubes qui sont posés sur la plaque, vont subir cette amplification-là. Mais l'amplification se fait avec un certain nombre de actifs qui vont nous permettre d'avoir l'amplification génomique. Donc, cette plaque qui est ici, c'est ce qu'on appelle le porte-échantillon. C'est là où on pose nos échantillons à tester et puis on programme la machine et puis on la laisse avancer dans ce qu'on veut. Donc, pour vous expliquer clairement, j'ai mis ici le principe de la PCR pour que vous compreniez à quoi ça ressemble une PCR. Donc, vous savez tous que l'ADN est double brin. Donc, mais le virus en question ici, le COVID, c'est le virus à ARN. Le virus du sida, c'est un virus à ARN. On ne peut pas faire une PCR à partir d'une ARN. Mais à partir de l'ARN du virus, on le transforme à ce qu'on appelle un ADN qui va être né à partir de l'ADN. Donc, mais ici, l'exemple, je pars juste à partir de l'ADN. Mais c'est valable aussi pour l'ARN. Mais sauf qu'on ne peut pas faire de PCR à partir de l'ARN. Pour avoir à partir d'un ARN, on met une enzyme qu'on appelle la reverse transcriptase. Donc, c'est une transcriptase reverse. Excusez-moi, j'ai tendance à sortir les mots en anglais. Donc, c'est une transcriptase reverse qui permet de partir d'un ARN, le ramener à un ADN. Et à partir de l'ADN, on utilise la polymérase pour faire une PCR. Maintenant, si notre matériel de départ, par exemple, il y a des virus qui sont des virus à ADN, on n'a pas besoin de faire la reverse transcriptase. On va partir juste de l'ADN et puis on fait la polymérase. Donc, ce qui fait qu'ici, j'ai donné l'exemple juste qu'on a de l'ADN. Donc, on a de l'ADN. L'ADN est double brin. Donc, c'est 2 brins complémentaires qui sont stabilisés par des paires bases. Les bases, c'est adénine, thymine, guanine. Adénine qui s'associe à thymine, la cytosine qui s'associe à la guanine. Et entre les deux, il y a toujours des ponts hydrogènes qui retiennent la séquence d'ARN double brin stable. Mais cette stabilité-là, on peut la déranger par la chaleur. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle la dénaturation. La dénaturation, c'est quoi? C'est qu'on chauffe la stance en 1 minute, par exemple, à 95 degrés Celsius. Quand on le fait, donc les ponts d'hydrogène qui existent entre les 2 séquences vont se briser et puis les séquences vont se détacher. Donc, chaque séquence va aller à part. Donc, ça, c'est la dénaturation. Maintenant, on peut la renaturer. Quand on rabaisse la température, la séquence va revenir. Donc, on peut aller faire le pont séparation, liaison en jouant sur la température. Maintenant, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas seulement séparer et lier. Comme je l'ai dit pour la PCR, on veut amplifier. Donc, on veut, à partir de chaque séquence,
on veut donner une séquence qui est complémentaire. Donc, ce qui fait qu'on va partir de 2 séquences, on les sépare, on fait de sorte que chaque séquence va donner 2 séquences, ça va devenir 4, et on fait de sorte que les deux, chacun va donner 4, ça va devenir 8, et puis on continue ainsi de suite. Jusqu'à la fin, on va avoir du matériel. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a dénaturé notre ADN, mais on ne laisse pas notre ADN revenir à sa forme initiale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce qu'on appelle des primers ou des amorces. Les amorces, c'est quoi? Les amorces, c'est quand on a une séquence d'ADN comme ça, libre, on peut aller créer nous-mêmes dans le laboratoire ou les compagnies qui vont le créer. Ils vont te créer une petite séquence qui n'est pas très, très longue, mais qui s'apparente, qui a une homologie de séquence avec les zones qui encadrent ton gène. C'est-à-dire, on a une séquence qu'on appelle la séquence sens, parce que l'ADN ne peut pas se former du côté 5'. Comme vous le savez, l'ADN a 2 pôles, 5' et 3'. Et l'autre ADN qui est à l'opposé, son 5' se trouve à l'autre côté et son 3' se trouve à l'autre côté. Donc, à partir du 3' de l'ADN mère qu'on a déjà, on peut rajouter une petite séquence qu'on va créer, qu'on va s'appeler amorce, qui va se lier par homologie de séquence à cette partie-là. Et puis, on va le laisser construire le reste. Donc, ce qui veut dire que les 2 brins d'ADN qu'on a qui sont séparés, les uns les autres, on va leur créer des petites amorces, ce que j'ai noté ici. Donc, ces amorces-là vont venir s'apparenter ici. Et cette partie 3', c'est la partie qui flotte. La partie aussi, il nous faut autre chose. Il faut l'enzyme que j'avais dit au départ, qui est l'enzyme qui permet d'amplifier, qui s'appelle la polymérase, la polymérase. Donc, on va rajouter les amorces, on va rajouter les nucléotides, mais on va rajouter aussi l'enzyme. Et puis tout cela, on va le chauffer 2 minutes à 72 degrés, et puis la machine va construire un autre brin. Donc, ceci-là, on peut refaire ce cycle-là plusieurs fois. En fin de compte, on va se retrouver avec beaucoup d'ADN. Donc, on va se retrouver, j'ai oublié de noter ici, qu'on va finalement se retrouver avec 4 brins parce qu'on aura 1, 2. Donc, on a dupliqué notre ADN qui était seulement 2 brins. Maintenant, on se retrouve avec 4 brins. Et on peut refaire le cycle plusieurs fois. Encore, les brins ici vont se détacher. Et chaque brin, donc, on aura 1 brin, 2, 3 et 4 qui vont se former. Et puis, les 4, on va reprendre le cycle depuis lui. On va se retrouver encore à 8. Et ainsi de suite, on fait le tour. Et de ce fait, enfin, après quelques tours, on va se retrouver à partir d'un seul brin d'ADN, on va trouver avec un grand nombre de copies. Et là, notre matériel qui était au départ, comme je l'avais dit ici, qui n'était qu'un petit, pas trop visible, on se retrouve avec des milliers et des milliers de brins. Donc, la technique consiste donc à amplifier une séquence du génome du virus. Il faut que ce soit une séquence qu'on connaît et qu'on veut amplifier. Mais qu'on fasse attention, parce que si on veut amplifier une séquence, alors que cette séquence-là, on la retrouve dans, par exemple, parce qu'il faut se rendre compte que chez l'homme, se retrouver avec une séquence qui a homologie avec une séquence d'un virus. Par exemple, je donne juste un exemple, tu peux te retrouver avec le virus du sida, tu fais son génome, et puis tu trouves une séquence qui se ressemble à une séquence de l'homme. Donc, si tu prends un échantillon de l'être humain et que tu veux chercher si cette personne-là a le sida ou pas, et que tu fais une amplification, donc, si tu amplifies cette séquence-là, tu ne sauras pas est-ce que c'est une séquence du virus ou c'est une séquence de la personne, de l'échantillon que tu as pris. Parce que n'oublie pas que quand tu prends un échantillon d'une personne, tu as ces cellules forcément. Quand tu fais un gratta de son nez ou comme on le fait avec COVID-19, quand on prend un échantillon du nez ou du pharynx ou du nasopharynx, et quand tu fais la suspension, tu fais l'extraction de l'ADN. L'ADN que tu as, ça peut contenir l'ADN. Tu as l'ADN peut-être du virus potentiellement que tu cherches, mais aussi tu as l'ADN du patient. Donc, si tu l'amplifies et que l'ADN du patient que tu veux amplifier, la séquence du virus que tu veux amplifier est à la même homologie, ou bien c'est la même séquence que celle qu'on retrouve sur le virus, tu ne pourras pas savoir si c'est un virus ou pas. Donc, ce qui fait que ce qui est très, très important sur les PCR,
c'est de cibler des séquences qui sont spécifiques, qu'on ne trouve que c'est ce virus ou ce micro-organisme que tu es en train de chercher. Imagine par exemple que tu as une séquence du COVID-19 qui a une homologie avec une séquence de l'hépatite B et que tu prends cet échantillon-là, que tu fais une amplification par PCR. C'est pas sûr que ce soit en COVID-19. C'est peut-être que la personne n'a pas COVID-19, mais peut-être qu'elle a en EBV. Donc, ce qui fait que à chaque fois que les kits sont préparés, les fabricants font tout pour être sûrs que la séquence qu'on a n'appartient, on la retrouve nulle part que chez ce micro-organisme qu'on est en train de chercher. Pour pouvoir dire que si on l'a, si on l'a positif, c'est que c'est l'échantillon, c'est l'agent qu'on est en train de cibler, qu'on a trouvé. Donc, je continue. Donc, comme je l'ai dit, donc, un bloc métallique, système de chauffage et de refroidissement, qu'on programme, on échantillon, on fait les échantillons. Maintenant, les kits, dans chaque kit, il y a des contrôles. Les contrôles, c'est quoi? C'est que le fabricant va t'envoyer un kit dans lequel il y a tous les réactifs dont tu as besoin. Nous, par exemple, quand on le fait au laboratoire, souvent, c'est nous qui fabriquons nos propres réactifs parce que nous, ce qu'on veut, on est en train de faire de la recherche. On va partir de la PCR qu'on connaît, nous, on la modifie de façon à obtenir ce qu'on veut obtenir. Mais pour les kits, c'est très simple parce que déjà, réfléchis à tout, ils vont te fabriquer tous tes réactifs, tu as tout dans le kit. Donc, toi, il ne te reste plus qu'à mélanger les choses. Tu as un contrôle positif. Le contrôle positif, c'est une séquence qu'ils vont mettre dans ton kit qui est dont les amorces et la PCR va cibler cette séquence-là. Tu vas la trouver positive si ton test est bon. Si tu la trouves négative, ça veut dire que ton test n'est pas bon. Généralement, tu mets 2 contrôles. Et le contrôle, généralement, ça vient dans un tube. C'est quelque chose de lyophilisé. C'est du matériel qui est lyophilisé. C'est de l'ADN qu'ils ont fabriqué ou qui provient du virus lui-même, ou bien qu'eux-mêmes, ils ont séquencé, ils ont fabriqué un bout d'ADN pour dire que c'est ce bout d'ADN-là qui est spécifique au virus que tu es en train de chercher. Donc, quand tu viens au laboratoire, tu vas pouvoir l'amplifier. Tu le mets dans ton test. Mais si tu le mets dans ton test et que tu ne le trouves pas, ça veut dire que ton test n'a pas fonctionné parce qu'il devrait fonctionner. Alors, le contrôle négatif, c'est quoi? C'est rien. Ils mettent seulement de l'eau. À la place de mettre ton ADN que tu dois amplifier, tu mets de l'eau. Et si tu amplifies quelque chose, ça veut dire que tu as une contamination parce que le contrôle négatif, puisqu'il n'y a rien, tu ne devrais rien trouver. Donc, nous aussi, on contrôle. Tu peux aller chercher de l'ADN dont tu es sûr que cet ADN-là, cette séquence-là ne peut pas, ces amorces-là ne peuvent pas l'amplifier. En fin de compte, tu te retrouves avec rien. Si tu te retrouves avec quelque chose, ça veut dire que tu as eu une contamination quelque part. Il te donne l'enzyme. L'enzyme que j'avais dit tout à l'heure, l'enzyme permet de faire l'amplification qui est généralement de la Taq polymerase. Il te donne aussi des nucléotides, comme je l'ai expliqué avant. Il y a des nucléotides, c'est quand tu as tes 2 séquences, sépares avec de la chaleur, tu mets tes amorces. Les amorces ne peuvent pas continuer tout seuls. Ils ont besoin de l'enzyme, mais ils ont besoin aussi des nucléotides pour compléter la chaîne adénine, thymine, guanine, adénine, thymine, guanine, et ils complètent ta chaîne. Ils vont te donner des amorces, ils vont te donner de la Taq polymérase, ils vont te donner un contrôle positif, ils vont te donner un contrôle négatif. Souvent, le contrôle négatif, tu n'en as pas besoin parce que même avec de l'eau, tu peux le faire. Donc, mais très souvent, le contrôle positif, obligatoirement, et pour éviter qu'il y ait des faux positifs et des faux négatifs. Alors, et la séquence, comme je l'ai dit, il faut qu'elle soit conservée. Quand on parle de séquence conservée, c'est une séquence qu'on ne trouve que c'est ce micro-organisme-là. Sinon, cette séquence-là est partagée par virus du sida, virus hépatite B, virus. Quand tu fais ton test, tu vas amplifier cette séquence-là, mais tu ne pourras pas savoir s'il appartient au virus du sida ou pas. Donc, ou COVID. Non, il te faut que ça soit une séquence dont on est sûr que c'est une séquence très, très conservée. Quand on dit conservée, ça veut dire qu'il n'appartient qu'au virus et tu ne pourras pas l'amplifier ailleurs. Donc, c'est ça qui va aider à pouvoir être sûr que le kit, les fabricants vont faire ce travail-là pour pouvoir identifier de bonnes séquences pour ne pas avoir des fausses amplifications. Alors, le principe, je continue le principe. Comme je l'ai dit, on prend un échantillon. Dans l'échantillon que tu prends, ça peut être de la salive, ça peut être
tout ce qui peut, ça peut être du sang. Et qu'est-ce qu'on fait? On extrait ou l'ARN, parce que quand je dis matériel génomique, quand tu fais ton extraction, tu auras aussi bien de l'ARN, de l'ADN, tu auras de l'ARN messager. Ici, tu as des protéines, parce que les cellules ont des protéines, ont des enzymes. Il faut tout nettoyer. Et cette étape est très, très importante parce que si ton échantillon n'est pas bien nettoyé, ça va interférer avec ta PCR. Donc, ce qui fait que la phase de purification, parce que la PCR aime des choses pures. Dans la sauce que tu vas mettre dans la machine, s'il y a des protéines dedans, ça va interférer avec ta réaction. Ce qui fait que c'est une phase très, très délicate où quand tu prends ton extraction, tu vas enlever tous les débris, tout. Il y a des systèmes de centrifugation, des systèmes de lavage, jusqu'à ce que tu te retrouves avec de l'ADN vraiment pur. Plus ton ADN est pur, plus, quand je dis ADN, ça peut être ARN, donc je dis l'ADN général, plus ton matériel génomique est pur, plus ton test est clean et plus tu as des chances d'obtenir de très beaux résultats. Donc, mais ce que tu as ici, ce n'est pas seulement le virus. J'ai mis ici COVID. Ce n'est pas seulement le COVID. Tu as aussi le matériel du COVID. Tu as aussi les cellules épithéliales. Tu as aussi les lymphocytes. Tu as de l'ADN qui vient du patient parce que tu l'as pris de force. Et maintenant, toi, ce que tu veux cibler, c'est ta petite séquence-là. La séquence qui est spécifique avec tes amorces que tu as achetées, avec tout ce que tu as, tu mets dans ta PCR et tu vas amplifier. Donc, comme je l'ai dit, à partir de doubles brins, tu les ouvres, tu les amplifies. Ta séquence est amplifiée, ainsi de suite, 2 cycles exposant 2, exposant 3, ainsi de suite. Tu as 16 copies, ainsi de suite. Au 4e cycle, déjà, tu as 32 copies. 32 copies de cette séquence, qui est une séquence, donc tu arrives à l'amplifier, et ainsi de suite jusqu'à 35 cycles. En fin de compte, tu te retrouves avec 68 billions de cycles produits que tu avais amplifiés au départ. Donc, ici, tu as amplifié parce qu'il y a du matériel. Ici, tu n'as pas amplifié parce qu'il n'y a pas de matériel. Donc, positif, négatif. Alors, donc je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, comment identifier ça? Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le PCR et le real-time PCR. PCR, souvent, vous voyez que c'est écrit PES, souvent c'est écrit RT-PCR. La différence entre les deux, c'est que le PCR, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir ce que tu produis. C'est seulement à la fin, quand tu auras fini, tu vas sortir tes échantillons, tu vas les couler dans un gel, qu'on appelle un gel d'agarose, et tu as des marqueurs à côté. Tu connais la séquence, la taille de ta séquence que tu as amplifiée. Quand ça migre au gel, c'est comme des radiographies pulmonaires. Là. Voici mes échantillons positifs, voici mes échantillons négatifs. Et maintenant, pour la RT-PCR, Real-Time PCR, c'est que tu peux suivre les choses en temps réel. C'est pourquoi quand vous faites un Real-Time PCR, tu peux voir les courbes qui évoluent. Tu peux voir l'ADN en train d'amplifier. Tu peux voir qu'il y a un premier cycle, l'ADN commence à monter, la quantité, parce que ça permet de voir la quantité que tu es en train d'amplifier. Alors, la différence entre Real-Time, c'est que tu le vois en temps réel sur un écran. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, c'est que les amorces, au bout des amorces, on va mettre des marqueurs, des fluorochromes qui te permettent de dire à ta machine, pour ce fluorochrome-là, je veux qu'il soit rouge, celui-là, il doit être bleu. Tu vas penser à ça avant même que tu ne fasses tes amorces. Et comme ça, tu peux les voir en temps réel. Et si tu vois que c'est la ligne rouge qui monte, tu peux savoir que c'est un échantillon qui a des amorces dans lesquelles tu as attaché une fluorescente rouge. Ça te permet de voir ça. Et quand c'est vert, tu peux savoir c'est quel échantillon qui est vert parce que tu l'as déjà marqué avec un fluorochrome et tu sais. Donc, tu peux suivre la courbe qui va être une courbe exponentielle. C'est pourquoi on parle d'amplification exponentielle. On parle de 2, on donne 4, et puis les 4 donnent 8, 8 donne 16, 16 donne 32, ainsi de suite, et ça monte. Et tu peux voir ça jusqu'à ce que ça atteigne le plateau. Quand ça atteint le plateau, ça veut dire que ton matériel est épuisé parce que tu avais mis du matériel là-bas. Tu avais mis de l'attaque polymérase, tu avais mis des nucléotides, tu avais mis beaucoup d'éléments, mais à un certain moment, ça sature et il ne peut plus amplifier et tu as suffisamment parce qu'il y en a trop, c'est surchargé, maintenant ça n'amplifie plus et puis ça s'arrête là et puis tu as atteint ta saturation. Donc, voici la différence entre le real-time PCR et le PCR qu'on parle. Mais les deux, c'est le même principe. Et le diagnostic qu'on fait, généralement pour les kits, c'est le RT-PCR. Et puis, ou comme je l'ai dit, on a tout le kit qui vient avec tout le matériel. Donc, je pense avoir survolé l'ensemble
Et pour le COVID-19, c'est le même principe. J'ai regardé un peu pour voir qui utilise quoi, mais c'est varié. Mais le principe est le même. Donc, je sais que les gens s'inquiètent pour les faux positifs. On peut toujours en discuter si les gens en ont des questions. Donc, je pense que j'ai tout. Je vous remercie. Je suis désolé, j'espère que ça va marcher l'enregistrement parce que pour le Zoom, on l'utilise depuis quelque temps, depuis qu'il y a eu cette histoire de confinement-là au travail. Je travaille avec Zoom, mais on ne fait pas de présentation généralement. On échange c'est des échanges vocaux. Et puis, Rémi m'a donné le défi de le faire. Donc, je vais essayer d'enregistrer. Donc, stop sharing. Et puis, il m'a dit enregistrer. Alors, enregistrer, je cherche. Record. Je suis record, enregistrer, c'est où? Et c'est écrit recording. Enregistrer. Je pense que c'est moi celle qui pourrait l'enregistrer, mais... C'est bon? C'est très bien, merci docteur Al-Husseinu. C'était très clair pour moi qui ne comprenais pas grand-chose à la RT-PCR. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que mes collègues médecins vont apprendre de la même façon que j'ai appris grâce à vous. Ma question, et moi, c'est une question des médecins parce que nous, on connaît les termes, mais on n'est pas habitué à, à la technique. Et donc, on a certaines interrogations sûrement, je les vois sur notre groupe. On se demande quelle est la différence entre un test rapide et la PCR. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, la deuxième question, quelle est la sensibilité du test rapide et à qui il faut faire, à quel genre de patients ou de personnes, que ce soit des personnes confinées ou non, qu'est-ce qu'il faut faire, surtout dans cette période de Covid-19? Est-ce qu'il faut faire un test rapide aux personnes confinées ou est-ce qu'il faut faire un test rapide lors du déconfinement? Et qu'est-ce que vous préconisez et qu'est-ce que vous faites dans votre centre ou dans votre activité? Ouais. Pour nous, en fait, moi, je suis gestionnaire de projet. C'est un groupe que j'ai. On les appelle des agents, on les appelle des EP, Environmental Health Office, qui sont sur le terrain. Moi, je m'occupe de la santé environnementale. Quand on dit santé environnementale, ça regroupe, j'ai des agents qui sont sur le terrain, qui sont dans les différentes régions du Canada. Ici, souvent, c'est venu rejoindre les activités qu'ils sont en train de faire. Et là-bas, c'est que ils ont des centres qui vont faire les tests là. Nous, on ne fait pas directement les tests, même si on sait grosso modo comment ils le font. On ne fait pas directement les tests aux patients, mais c'est de coordonner un peu comment les gens vont être protégés, ainsi de suite. Alors, le test de l'aspect virologique, en fait, de l'aspect virologique. Parce que le virus, vous savez tous qu'il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre pendant laquelle quand on est infecté, et le temps que les anticorps apparaissent dans le corps, on peut ne pas pouvoir détecter. Parce que quand on dit test rapide, c'est généralement des tests directs. Ce qu'on vient de faire avec une PCR, c'est un test direct. C'est comme si Dr. Kleib a un parfum. Dr. Kleib, je le connais avec un parfum qui est de telle odeur. Et j'ai l'habitude de voir Dr. Kleib est le seul qui a cette odeur-là de parfum. Je peux rentrer dans une maison, je ne vois pas Dr. Kleib, mais je vais dire, je sens le parfum de Dr. Kleib. Là, Dr. Kleib, il est là, ou il n'est pas là, ou il est passé par là. Direct. C'est ce qu'on fait avec les anticorps. Généralement, quand quelqu'un est infecté, son organisme va fabriquer de ces anticorps vont rester dans son corps comme étant un matériel.
Et quand on détecte, quand on fait des tests indirects comme les ELISA et tout ça, c'est des tests généralement très rapides qui vous permettent de savoir que le virus est passé. Le virus, il est passé, sûr qu'il est encore là. Pour savoir s'il est là, il faut aller faire un test direct. Le test direct permet de dire, je l'ai pris, il est là, ça c'est Dr. Kleb, j'ai la chemise. Donc c'est ça la différence entre les deux. Maintenant, il y a des moments où on est confus parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il faut aller chercher le virus. Surtout le virus nouveau, qui n'est pas encore fini de nous montrer un peu tous ses secrets, c'est très difficile de dire exactement de quel moment il faut aller chercher le virus. Ce que je comprends, moi, c'est que quand on a une infection, il y a un temps, les gens disent entre 4 et 6 jours avant que les symptômes n'apparaissent. Mais moi, je crains que souvent, qu'on aille vouloir chercher le virus alors qu'on n'a pas une quantité suffisante pour le trouver. Parce que des PCR-là, ils ont une sensibilité, mais il faut un certain nombre de copies pour qu'on puisse les trouver. Un certain nombre de copies, ça peut commencer à tester à partir de 20 copies. En dessous de 20 copies, la PCR peut ne pas arriver à détecter ça. Ça ne veut pas dire que les techniques, c'est une technique très, très simple, mais il y a un seuil de capacité à partir duquel le virus n'est pas détectable ou on a des difficultés à le détecter. Ça dépend un peu de la sensibilité des tests. Donc, les tests, je ne sais pas si tout le monde utilise le même test pour le COVID-19, mais je pense que ça va être à peu près la chose pour le virus du sida. Donc, à partir de 20 copies, est-ce qu'on serait capable de détecter ou pas? Ne pas détecter ne veut pas dire que la personne n'est pas positive. Puisqu'on ne sait pas encore trop à partir de quel moment la virémie, le virus est à son maximum de production dans le corps pour qu'on dise, à partir de ce jour-là, on peut avoir une grande quantité ou une quantité suffisante pour qu'on aille faire le test. Puisque les gens sont en train de fleurir, moi je me dis que partout, l'idéal serait peut-être de faire des tests. Si on ne trouve rien, on refait un autre test. Mais personne ne peut, en tout cas moi, je ne vois comment on pourrait définir la fenêtre à laquelle on peut faire un test de PCR. On le fait. Si c'est positif, oui. Mais si c'est négatif, est-ce que c'est vraiment négatif? Est-ce qu'on l'a pris au bon moment? Est-ce que c'est la période pendant laquelle on a une bonne charge virale pour permettre de détecter? Ça, c'est vraiment une grande question parce que n'oubliez pas que c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas. Je vous remercie infiniment, docteur. Je vous remercie infiniment, docteur Salah Hussein. Je sais qu'il doit être tard chez vous. Ça nous a fait énormément plaisir d'entendre vos explications très pédagogiques, assez didactiques, et j'espère que tous mes collègues profiteront. Et donc, je mettrai cette présentation ou ces explications sur le groupe médecins mauritaniens. Il y aura certaines coupures, mais je pense que, et j'espère que les autres collègues vont intervenir sur d'autres questions, et je sais que sûrement vous êtes toujours là pour répondre à chaque fois que l'un d'eux a une question. Et on remercie aussi l'équipe de virologie de Mauritanie qui sont assez compétents et qu'on n'a pas voulu déranger en cette période parce que sûrement ils sont très, très occupés en ce moment. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous laisse dire un mot avant de se dire au revoir. Le mot que j'ai à dire, c'est juste mes félicitations à tout le monde. Mon grand rêve serait aujourd'hui d'être parmi vous, d'être en Mauritanie et de participer à cette lutte, je dirais loyale. Vous recevez tous les coups parce que quand la population panique, et ben voilà, il faut trouver toujours un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est toujours les médecins. Vous connaissez le métier mieux que moi. Ils ne font pas les choses vite, ils sont triques, ils ne connaissent rien parce que les gens sont perdus. Je pense qu'ils peuvent compter sur votre indulgence. Mais on essaye de loin de faire le maximum de possible. J'ai fait environ 35 conférences depuis que cette chose-là est arrivée. Une fois à cette lutte que vous menez tous avec grand cœur. Et comme je l'ai dit, mon rêve aujourd'hui aurait été que parmi les virologistes mauritaniens et chez moi, mais les circonstances de la vie font qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. On accepte ce qu'on a.
Et je souhaite tout simplement que cette vague de panique passe et que vous n'ayez pas à connaître ce que connaît actuellement les pays comme le Canada, la France. Et je prie Allah qu'il nous épargne de ce grand problème parce que je sais que c'est inquiétant pour vous aussi quand vous voyez vos collègues en Occident avec tous les moyens qu'ils ont, souffrir et souvent même pleurer face à cette pandémie. J'imagine que vous ne dormez pas très bien, mais je prie qu'Allah vous épargne de tout ça. On a pris les mesures nécessaires assez tôt et on espère que les dégâts vont se limiter au même nombre que nous avions, mais nous restons vigilants. Je souhaite une très très bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, à Au la revoir. prochaine et je reste ouvert à toutes les questions que vous avez. Si je peux répondre, je répondrai. Si ça nécessite que j'aille chercher des gens qui connaissent mieux que moi, j'irai les chercher pour vous sans problème. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.